Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette belle histoire commence par une annonce inouïe, une annonce explosive faite à des étudiants en médecine de l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Nous sommes là à la fin de 1965. Un jeune chirurgien, il a 43 ans, il s'appelle Christian Barnard, on l'appellera Christian Barnard si vous le voulez bien, fait cette annonce, il révèle à ses élèves, les élèves sont sidérés, ils n'en croient pas leurs oreilles, il dit qu'il vient de réussir sur des chiens, je précise bien, sur des chiens, la transplantation d'un cœur. Oui, il a pris le cœur du premier chien et il l'a implanté dans le thorax du second. Évidemment, on avait enlevé le cœur du second chien avant ça. Et surprise, à peine l'aorte libérée, le cœur greffé s'est mis à battre. Vous imaginez la sidération dans les travées de cet amphithéâtre. Pendant l'hiver 65-66, ce sont ainsi 48 greffes cardiaques qui vont être pratiquées sur des chiens à l'hôpital de Groote-Schuur. On n'est pas loin du Cap, en Afrique du Sud, et dans 90% des cas, ça fonctionne. Pourquoi, se demande Barnard, pourquoi ce qui fonctionne avec les chiens ne fonctionnerait-il pas avec des humains ? Alors, quand même, il faut que vous ayez conscience du caractère très audacieux d'une telle question lorsqu'on la pose au milieu des années 1960. À l'époque, on pratique déjà toutes sortes de greffes, notamment des greffes du rein, des poumons, mais le cœur, c'est le grand tabou des chirurgiens, c'est l'organe maître, c'est l'organe majeur qu'on ose envisager de pouvoir transplanter un jour. D'ailleurs, si on imaginait parmi les sommités mondiales, personne ne voudrait se jeter à l'eau. Ce serait trop dangereux, ce serait vraiment prendre des risques trop extraordinaires. Parce que le problème dans la greffe du cœur, c'est moins de placer un cœur chez un être humain que de parvenir à ce qu'il y reste. Et oui, il y a ce processus de rejet, le rejet par le receveur de tout corps étranger qui fait qu'on se doute bien que le cœur ne va pas rester, ne sera pas accepté par l'organisme. Or, début 1966, justement, un certain nombre de chirurgiens ont trouvé un moyen d'empêcher ou en tout cas de retarder les rejets dans le cas d'une greffe du rein. C'est un traitement anti-rejet qui est à base de cobalt, entre parenthèses un traitement extrêmement lourd et même assez dévastateur, mais qui a des résultats incontestables. Et le pionnier dans ce domaine, c'est le docteur David Hume de Harvard, qui exerce à l'époque en Virginie, et le professeur Barnard se dit qu'il va aller faire un stage de 3 mois sur place. Et effectivement, entre le mois d'août et le mois d'octobre 1967, on voit Barnard qui assiste à un certain nombre d'opérations menées par le docteur David Hume. Et de retour, il est bien décidé à tenter l'expérience d'une greffe du cœur sur l'être humain. Chris Barnard, je l'appelle Chris parce que c'est comme ça que tous ses collègues l'appellent, il s'adresse au professeur Val Schriere, qui est chef de clinique en cardiologie à cet hôpital de Groote-Schuur, donc ça veut dire la vaste grange, la grande grange en afrikaans. C'est la langue des afrikaners, vous savez. Il demande donc au chef de service s'il n'aurait pas un cas désespéré qui permettrait de mener cette opération. Chris Barnard lui demande un patient jeune et solide qui souffrirait de cardiomyopathie. Or, cette cardiomyopathie, elle est très répandue justement chez les patients noirs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un jeune noir robuste qui serait atteint de cette maladie sans espoir et sur lequel on tenterait une première greffe? Et là, le professeur Schriere lui dit non, il n'en est même pas question, pour des considérations politiques liées à l'apartheid, bien entendu. Si nous tentons la première greffe sur une personne de couleur, le monde entier dira que nous nous servons des Noirs comme cobayes, lui dit le chef de clinique, évidemment. Bon, alors d'accord, mais qui ? Je vais y songer, dit le professeur Schrier. Et vous pouvez faire confiance à Christian Barnard pour le harceler, pour lui demander, lui reposer la même question tous les jours. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous voyez à peu près qui était le professeur Christian Barnard. Ça dépend de votre âge, évidemment. Si vous êtes comme moi, vous voyez exactement de qui on parle. Les plus jeunes auront un peu de mal à se faire une idée de ce grand bonhomme qui a un physique de jeune premier, très brun, avec un très grand sourire, plein de dents blanches. Chirurgien dans la force de l'âge, qui toujours a été porté par une ambition hors du commun,
la devise de sa mère, c'était « Chez les Barnard, on est le meilleur ou on est carrément mauvais ». Voilà. Ça laissait pas beaucoup de choix. Il s'agissait toujours chez eux de grimper, de monter, d'arriver le premier au sommet avec une hargne extraordinaire et cette rage de réussir qui souvent fait la différence. Il y a sans doute un complexe social chez Christian Barnard puisque son père était un pasteur missionnaire qui avait été détaché auprès des métis et des noirs dans cette société de l'apartheid de l'époque. Ça l'avait fait mal voir, si vous voulez. À Beaufort-Ouest, le village près du Cap où vivaient les Barnard, un avocat devait avouer un jour à Chris « J'ai honte de vous le dire, mais j'évitais le plus souvent de serrer la main de votre père. Je savais qu'il serrait chaque jour la main de 30 nègres et plus, et je ne voulais pas me salir. » Voyez un peu où on en était. Oui, on revient là de très très loin, bien sûr. Ce père a joué un grand rôle dans le climat de relative pauvreté où vivait la famille. Cet homme austère a su poser des jalons et il a su faire de ses enfants des gens extraordinaires. C'était un père très bon, attentionné, présent, qui aurait été d'ailleurs le grand confident de son fils Chris. Un jour, il est sur une petite colline. Chris va partir faire ses études et son père lui confie tous les espoirs qu'il a pour lui. Et le jour où on remet à son fils son diplôme de docteur en médecine, eh bien, il y a aux yeux du père quelques larmes. Chris le voit qui se mordit la moustache. Il a fait honneur à son père et il en est très content. Et c'est ce père assez exceptionnel qui avait décidé de sa vocation de chirurgien. Il lui avait montré un morceau de gâteau qui portait les traces de 2 petites dents. C'était le dernier gâteau auquel avait touché le frère aîné de Chris qui était mort quelques années plus tôt d'une malformation cardiaque. Et ce jour-là, son père lui avait dit, tu vois, voilà, il faut arriver à faire en sorte que ça n'arrive plus, que des petits-enfants ne meurent plus du fait de l'incompétence des médecins et des chirurgiens. Et c'est ce jour-là que le petit Chris s'était juré de faire quelque chose un jour pour éviter ce genre de tragédie. Vous écoutez Radio Classique. Alors revenons à cet hôpital de Gros-de-Chour en ce mois d'octobre 1967. Les semaines passent et Chris Barnard ronge son frein, ce qui d'ailleurs va avoir pour effet de provoquer chez lui une crise d'arthrite. Vous imaginez bien que quand on est chirurgien, c'est assez terrible. Ça, c'est le point faible de Chris. Quand le stress est trop fort, ses pieds, ses mains se mettent à enfler avec des douleurs terribles, surtout quand il faut enfiler les gants chirurgicaux. Ça tombe mal parce que dans la première semaine de novembre, le professeur Schrier convoque son collègue et lui dit « Écoutez Chris, bon, j'ai réfléchi à votre affaire là et je crois que j'ai un malade. » Et le malade en question s'appelle Louis Waszkanski. Il est dans un état effrayant, faut bien le dire, plus rien n'est tentable sur lui, sinon lui installer un nouveau cœur. Mais personne n'a jamais fait ça, bien sûr. Évidemment... En l'état où il est, il n'a plus grand-chose à espérer. Il a peut-être encore 30 jours à vivre, peut-être moins. Et d'ailleurs, ça va être la nouvelle angoisse pour l'équipe chirurgicale. C'est est-ce que ce patient va tenir jusqu'à ce qu'on trouve un donneur compatible ? Alors en attendant, on le prépare, ce patient, on désinfecte sa chambre, on inspecte tous les membres du personnel qui sont censés l'approcher. Il faut écarter tout élément pathogène, bien sûr, parce que le traitement anti-rejet, ce traitement au cobalt qu'on va lui infliger, va avoir pour effet de diminuer très fortement ses défenses immunitaires et donc de le rendre d'une fragilité folle. Donc les jours passent, il a été choisi. Je dis les jours, les semaines passent. Je vous ai dit qu'il avait 30 jours à vivre. Vous imaginez l'angoisse, évidemment. Et c'est une angoisse que connaissent, hélas, tous ceux qui, à l'heure même où je vous parle, se préparent à une greffe quelconque et qui sont dans l'attente d'un donneur. Ceux-là savent à quel point c'est terrible, évidemment. Louis Waszkanski est le plus impatient de tous, mais sa femme est là, aimante, présente. Elle aide son mari à tenir jusqu'au moment salvateur. Or, justement, un soir, c'est le samedi 2 décembre, elle est en train de rentrer chez elle dans une des principales artères du Cap, ce qui s'appelle Main Road. Et là, elle voit qu'il y a tout un attroupement. Il vient d'y avoir un accident de la circulation. Il y a deux femmes, une mère et sa fille, qui, en sortant de chez un pâtissier, n'ont pas fait attention. Elles ont été heurtées de plein fouet par une voiture. La mère s'appelle Mrs. Darval. Elle a été tuée sur le coup et la fille, Denise, est transportée à l'hôpital entre la vie et la mort. Et à quel hôpital est-ce qu'elle est transférée ? Eh bien, vous l'avez compris, à Gros-de-Chour, bien entendu. Et ce samedi-là, dans la soirée, le téléphone sonne chez Chris Barnard.
Il s'était assoupé au retour d'une tournée de ses malades, notamment. Il avait vu Vashkansky. Il avait vu que le malade était vraiment à bout de force. Le téléphone sonne. Il décroche, Chris Barnard. Ici Venter, professeur, c'est vous ? Ah, Vashkansky est mort, dit Barnard, qui en est convaincu. Non, mais nous avons peut-être un cœur pour lui, celui d'une jeune femme de 25 ans, groupe sanguin O négatif. Elle a été amenée, le crâne, le bassin, les jambes fracturées. On l'a mise à tout hasard dans la chambre 283. Et là, Barnard sent la sueur qui perle à son front. Vous avez un cœur, dites-vous, mais la blessée, est-ce qu'elle est vraiment irrécupérable ? Avez-vous le consentement de la famille pour un prélèvement ? Le cerveau présente des lésions irréversibles, mais cliniquement, la patiente vit toujours. Son père est là, je vais demander l'autorisation. Faut-il prévoir la survie artificielle ? J'arrive, dit Barnard. Prévenez l'anesthésiste pour une réanimation éventuelle. Eh bien, c'est déjà fait. Le docteur Osinski est là. En tout cas, nous l'attendons d'un instant à l'autre, dit l'interlocuteur. Chris Barnard sait que maintenant, ça va être l'épreuve de vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Christian Barnard dira qu'avant de commencer ce qui allait devenir une des plus importantes interventions chirurgicales de tous les temps, il a repensé à la première de ses opérations. À l'époque où il était interne, c'était une ablation de la vésicule biliaire et son rôle à l'époque, c'était de préparer le patient, notamment d'inciser la région à opérer. Mais le chirurgien en titre avait fait exprès de se présenter avec du retard. Et il l'avait simplement soutenu du regard pour le pousser à mener l'opération tout seul jusqu'au bout. Au point où vous en êtes, finissez donc, lui avait-il dit au moment le plus délicat. Et ça avait été une des grandes émotions de sa jeunesse. Peut-être qu'il se rappelle aussi un autre moment, alors là, qui est le pire souvenir de sa carrière. Et ça s'est passé pendant son long stage aux États-Unis à Minneapolis, dans le service du docteur Lil Hay. Au cours de sa première opération à cœur ouvert sur un adolescent, il avait manqué son affaire, il avait incisé le cœur et provoqué une hémorragie, une espèce de fontaine de sang. Et il racontera ça, cette scène insoutenable dans ses mémoires. Le cœur cessa de battre, raconte-t-il. Je plongeais les mains sans rien voir et me mis à le masser dans l'espoir de le faire repartir, mais il ne réagissait pas et à chaque nouvelle pression de ma main, je faisais sourdre plus de sang dans ce lac mortel. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux un instant et de voir, là-haut, dans l'amphithéâtre vitré, le visage du père, les yeux agrandis de terreur. Son regard croisa le mien et il hocha la tête comme pour me dire « Oh, je vous en prie, dites que ce n'est pas vrai, dites que ce n'est pas mon garçon, dites-moi que ce n'est pas son cœur que vous tenez dans vos mains. » Cette fois-là, le patient était mort, évidemment. Il avait fallu toute la sollicitude et l'acharnement de ses confrères américains pour forcer Chris Barnard à remettre un jour les pieds dans une salle d'opération. Mais cette fois, en ces toutes premières heures du dimanche 3 décembre 1967, il est au contraire en train de réussir à 4 heures du matin. Le cœur de Denise Darval est donc transplanté. Il se remet à battre, mais à battre dans la poitrine de Louis Vashkansky. Barnard laisse un de ses assistants refermer la plaie, je vais vous en parler dans un instant. Il quitte le bloc opératoire en retirant ses gants. Son frère, qui lui aussi est chirurgien, lui prend le pouls, il est à 140. Christian Barnard boit une tasse de thé, puis il revient auprès de son patient pour le voir reprendre des fonctions normales. Il est très excité, Chris Barnard. Il appelle en pleine nuit le directeur de l'hôpital, Dr Burger. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» lui dit l'autre qui vient de se réveiller, évidemment. « C'est le professeur Barnard. Oui, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Nous venons de pratiquer une transplantation cardiaque. Nous avons pensé que vous aimeriez le savoir. »« Oui, très bien. Et c'est pour ça que vous me réveillez en pleine nuit ? » Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Nul n'est prophète en son pays. Le directeur de l'hôpital était de mauvaise humeur, mais les journalistes d'Afrique du Sud, de bientôt d'Europe, du monde entier, vont faire un triomphe à ce qui va devenir l'opération du siècle. Barnard devient l'homme le plus médiatisé de la planète. On dit qu'il est plus célèbre à l'époque que le président des États-Unis ou le général de Gaulle. Il faudra attendre le premier pas d'Armstrong sur la Lune, 18 mois plus tard, pour que son exploit soit détrôné à la une de tous les médias du monde. Oui, ça, Armstrong, évidemment, avait fait fort. Or, non seulement ce jeune chirurgien de 45 ans est sud-africain, ce qui est un petit peu inattendu, mais il a ce physique d'acteur de cinéma qui va faire sa gloire. Il est arrivé au sommet. Il y a cependant dans son ombre quelqu'un dont j'aimerais maintenant vous parler. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon qui raconte cela. C'est sa chronique mensuelle dans Historia et c'est l'Historia de ce mois-ci. Voici ce que nous dit Jean-Noël Fabiani. Il y a aux côtés de Barnard, au moment même de l'opération,
quelqu'un qui s'appelle Hamilton Naki, qui était né en 1926. Donc vous voyez, il a 40 ans lui aussi, 41 ans au moment de l'opération. Qui est donc Hamilton Naki pour justifier qu'on prenne la précaution de ne surtout pas parler de lui, demande notre auteur. Hamilton est le jardinier de l'hôpital, métier logique pour un noir dans des temps d'apartheid. Il entretient les pelouses du parc de l'hôpital et surtout le green du cours de tennis qu'utilisent tous les médecins. Seulement un jour, Robert Goetz, qui était chef du laboratoire de chirurgie expérimentale, nous dit-il, a eu besoin d'un coup de main pour l'aider pendant une intervention sur une girafe. Il a demandé à Hamilton de tenir fermement les écarteurs pendant qu'il effectuait son opération. Personne n'est plus serviable qu'Hamilton. Un brave homme avec un visage ouvert, toujours souriant. Hamilton demande alors à Goetz s'il peut l'assister dans ses interventions animales. Il ferait volontiers cela de façon bénévole, en plus de son travail de jardinier. Et Goetz, qui est toujours à la recherche de bras pour l'aider, saute sur l'occasion. Hamilton devient peu à peu un assistant privilégié, tous les jours ou presque. Il participe à la préparation des animaux, contribue aux opérations et parfois même, il les réalise en personne. Goetz lui laisse prendre de plus en plus de responsabilités, d'autant qu'il a noté chez ce jeune noir une habileté manuelle exceptionnelle. En plus de ça, il apprend à toute vitesse. Ce talent n'a pas échappé à Barnard, qui n'hésite plus à lui confier un programme de recherche expérimentale sur la transplantation cardiaque. Si bien qu'au début de l'année 67, l'homme du Cap, qui est le mieux capable d'effectuer une greffe cardiaque et qui en a la meilleure expérience, n'est autre que le jardinier de l'hôpital. Et Chris Barnard en est conscient, il en est tellement conscient qu'il va lui confier les commandes au moment le plus crucial de l'opération. Et il y a une photo de l'équipe qui est prise et on voit le jardinier noir sur cette photo. Je cite de nouveau Jean-Noël Fabiani. Une photo de l'équipe est prise le lendemain et paraît dans la presse. On voit Hamilton Naki au 2e rang, un grand sourire illuminant son visage et la direction de l'hôpital de passer un rectificatif en précisant que l'homme noir sur la photo est un personnel d'entretien qui a posé là par erreur. Omerta totale. Il faudra attendre 2002 pour que Hamilton Naki soit décoré de l'ordre de Mapungubwe, la Légion d'honneur de l'Afrique du Sud, pour service exceptionnel rendu au pays, et que l'Université du Cap elle-même lui décerne un master de médecine d'honneur, distinction rare pour un jardinier, nous dit Jean-Noël Fabiani. Vous écoutez Radio Classique.